Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Des délégations de 195 États prennent part depuis ce lundi 30 novembre à la conférence de Paris sur le climat. Plusieurs chefs d'États africains sont présents à cette rencontre pour faire entendre la voix du continent. Mais que peut attendre réellement l'Afrique de cette rencontre? Pour en parler, nous recevons Jérôme Koumba. Il est expert en environnement. Il est notre invité du jour. Monsieur Koumba, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci. 3 questions fondamentales sont en train d'être débattues en ce moment à cette conférence. Y aura-t-il un accord? Si oui, sera-t-il contraignant? Et comment financer les fameux 100 milliards par an, 100 milliards de dollars par an à partir de 2020? Alors, commençons par la question de l'accord. Est-ce que vous pensez qu'on va aboutir à un accord? Vous demandez mon avis. Je vous dirai tout de suite qu'il y aurait très certainement pas un accord contraignant. Il y aura un accord, ça c'est clair. Mais si vous attendez qu'il soit contraignant, je doute vivement. Par contre, il y aura bel et bien un accord. Qu'est-ce qui va marquer alors la rupture avec Copenhague? La rupture avec Copenhague, je ne la vois pas au niveau de l'accord uniquement. Moi, je la vois beaucoup plus au niveau de l'engagement et de la ferme volonté des chefs d'État et des gouvernements à déployer et mettre en œuvre les objectifs qu'ils ont définis et l'engagement qu'ils auront pris pour qu'il y ait dans leur démarche de programme des mécanismes de suivi et évaluation. Et surtout qu'il est prévu pour cette COP21 d'avoir une sorte de commission de surveillance vers laquelle seront remontées les informations. Commission de surveillance, s'il n'y a pas d'accord, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Et c'est très intéressant le point que vous évoquez. Vous dites qu'il n'y aura pas d'accord contraignant. Certains spécialistes disent d'ailleurs que Barack Obama n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un accord contraignant car il n'a pas la majorité au Congrès et au Sénat pour le faire valider. Voilà. Donc la Chine aussi en est heureuse. Donc ok, c'est clair qu'il n'y aura pas d'accord. Et la question du financement? Mais la question du financement, elle reste posée depuis Copenhague, et donc elle revient encore sur le tapis ou sur le plateau. Et ce qui est important, c'est que les financements soient disponibles pour que, surtout pour parler des pays africains, pour que les pays africains puissent, je dirais, mettre en œuvre de manière effective, sinon efficace, les engagements qu'ils prennent. Mais la question est de savoir, effectivement, l'Afrique est la victime du réchauffement climatique. C'est la première fois qu'on est victime à 100% de quelque chose d'ailleurs. Mais alors, dites-nous, quels moyens avons-nous, quels moyens a le continent d'exiger réparation? Oui, exiger réparation va dans le sens où, à un moment ou à un autre, il va falloir que l'Afrique contribue d'une manière ou d'une autre à l'atténuation et à l'adaptation face au changement climatique. Donc, les financements exigés par l'Afrique peuvent aller dans le sens des économies. 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Vous y croyez? Vous croyez que les pollueurs sont prêts à mettre la main à la poche pour aider l'Afrique, justement, qui subit les conséquences du réchauffement climatique? Oui, les pays industrialisés sont prêts à mettre la main à la poche. Ce qu'on pourrait ou qu'on peut redouter, ce serait peut-être que les financements ne soient pas à la hauteur des ambitions. Mais sinon, ils mettent trop bien l'argent à la poche. On a commencé les choses depuis quand même Kyoto. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a quand même des petits progrès. Monsieur Koumba, vous qui êtes un expert en environnement, dites-nous, il y a tout de même un paradoxe. Déjà, la conférence qui a lieu en ce moment est sponsorisée par de grandes multinationales, notamment même privées, qui ont intérêt à ce que rien ne change. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème? Je ne dirais pas qu'il y ait un problème. Nous raisonnons en matière d'environnement aujourd'hui dans une logique de développement durable et qui ne nous permet plus aujourd'hui d'opposer l'économie à l'environnement. Donc moi, je vous dis simplement que les pays pollueurs vont polluer, mais c'est pas qu'ils veulent racheter leur pollution. C'est plus en termes d'interaction entre une activité productrice de revenus et une offre sociétale. Voilà, il n'y a
pas trop de paradoxes comme tel. Hein. Vous dites qu'il ne faut pas opposer économie et environnement. Oui. Vous pensez qu'on peut maintenir aujourd'hui les modes de production et de consommation tout en atteignant l'objectif de diminution du gaz à effet de serre? Mais oui, il s'agit de franchir les contraintes qui sont lesquelles. La première, c'est la volonté politique, qu'elle soit de la part des États que de la part des industriels. Deuxièmement, il s'agit de mettre en place des programmes qui soient des programmes conçus dans un cadre logique qui permet de travailler de manière stratégique, avec une planification, la mise en œuvre et un système de suivi, évaluation, pour qu'on soit sûr que les choses se font telles qu'elles étaient attendues. Voilà. Quelle partition doit jouer l'Afrique dans ce processus que vous décrivez? Mais l'Afrique, si vous me demandiez par exemple quel pourrait être le facteur d'échec de la COP21, moi je vous dirais qu'il y aurait échec de la COP21 s'il n'y avait pas l'argent mis sur la table pour que les Africains puissent rentrer dans la dynamique des énergies renouvelables. Voilà. Alors vous ne voyez pas l'échec de la COP21 au sens où il n'y aura pas d'accord contraignant. Ouais. Vous y voyez plutôt un échec au cas où il n'y a pas, de la part des États pollueurs, la disponibilité à mettre de l'argent sur la table. Exactement. Donc, au fond, nous revenons au principe du pollueur-payeur. On vous pollue et on vous paye pour. Voilà. C'est bien ce que vous défendez comme point de vue. Oui, dites ça, c'est je dirais un raccourci quand même, hein, au risque de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes en train de tout faire pour que l'économie mondiale fonctionne de manière arrimée avec la protection de l'environnement. Jouer cette double carte, c'est un challenge, hein, mais d'où c'est ce genre de rencontre où on doit pouvoir trouver des compromis pour régler ce genre de choses. Que doivent changer les États pollueurs selon vous, les pays industrialisés? Les pays industrialisés doivent mettre en place des mécanismes pour changer leur mode de production. Et les modes de production nécessitent d'avoir à travailler beaucoup sur tout ce qui va dans le sens des procédés écologiquement rationnels. Et on peut produire bien et mieux tout en protégeant l'environnement. Donc ça, c'est une affaire de volonté des industriels, en fait. Merci, Jérôme Kumba, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes expert en environnement. Merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.